perspective de toutes ces propositions. Et nous allons commencer avec les jeunes. On commence souvent avec les jeunes. Mais dans le cas présent avec la bascule, ce n'est pas une première, puisque c'est la deuxième fois que nous allons échanger, puisque lors de notre précédente rencontre régionale à Pontivy, on a eu un moment vraiment d'échange, y compris sur la méthode. On a fait du débat mouvant, on s'est échangé la balle, et vous nous avez dit, vous avez une manière de faire vos débats, d'échanger une table, voilà, des trucs assez classiques, on va vous montrer d'autres choses. Mais nous, toute la journée, on vous a aussi montré qu'on avait des idées de politique publique. C'était même un peu ce qu'on savait faire, nous, de notre côté. Donc moi, ma question, je ne sais pas où est le micro, il doit être par là, c'est est-ce qu'on se nourrit mutuellement? Est-ce que, pour vous aussi, qui arrivez avec beaucoup d'énergie, avec une nouvelle génération, et avec cette volonté de mener la transition, le travail qu'on fait, y compris pas qu'avec des jeunes ici, même si dans notre tête on l'est tous, est-ce que ça vous sert aussi? Merci Ronan. Donc voilà, moi je m'appelle Damien, donc je fais partie de la bascule qui est implantée à Pontivy, en centre-Bretagne, donc comme l'a rappelé Ronan. Donc je suis venu pas mal en tant qu'observateur. J'ai un peu contribué là au débat aujourd'hui, mais effectivement c'est pour moi donc l'engagement politique. J'ai 22 ans, du coup c'est très récent. Une forme de militantisme, mais plutôt activiste dans des associations, à l'origine pour le climat, et puis donc ensuite à la bascule sur un champ plus large. Et donc effectivement, à la bascule, on expérimente les méthodes de gouvernance partagée, donc que nous a transmis l'Université du Nou. Et effectivement, ça va à l'encontre un peu du mode de fonctionnement qu'on pourrait avoir classiquement, avec des prises de décision très hiérarchiques, très centralisées. Donc nous on fonctionne avec différents organes en fait, qui sont, où il y a un cercle de coordination qui permet de gérer tout ça. Et vraiment tout le monde a le droit à la parole et est écouté, entendu, du moment que le propos est pertinent. Donc effectivement, j'ai des fois eu un peu le sourire aux lèvres cet après-midi quand on avait du mal à s'écouter. Alors bien sûr, nous, voilà, on l'expérimente au quotidien depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Et pour autant, nos réunions ne se passent pas... c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Il y a des moments où effectivement, on a aussi du mal à s'écouter. Il n'empêche que toutes ces méthodes, je pense qu'elles méritent d'être vraiment développées, démocratisées, que tout le monde s'en empare, que ce soit le citoyen qui soit engagé dans des associations, le politique, ou même dans les entreprises. Il y a certaines entreprises qui l'expérimentent aussi, parce que ça fait souvent émerger de belles choses. Et donc nous, là, on travaille actuellement sur 5 gros projets. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les développer ce soir, mais voilà. Et donc la question c'était, est-ce que ça m'a nourri? Quel type de projet? Quel type de projet? Il y en a 5. Le premier, c'est sur créer des lieux de bascule, donc comme on est à Pontivy. Donc pour remettre dans le contexte, on a réinvesti l'ancienne polyclinique de Pontivy. Donc on était jusqu'à fin août une 50aine à travailler et donc vivre à temps plein sur ce lieu, en moyenne par semaine. Et donc en fait on se rend compte que ce sont vraiment des lieux à la fois apprenants, où on apprend voilà, la gouvernance partagée et d'autres aspects, et en même temps des lieux opérationnels où on peut mettre en place des projets. Donc l'ambition de créer d'autres lieux comme ça. Un autre projet qui concerne donc le lobbying citoyen, où là l'idée ça va être sur différentes échelles, donc à la fois à l'échelle locale, on porte notamment le pacte pour la transition, dont sont issues pas mal de mesures dont on a pu débattre aujourd'hui. Et il y a aussi l'aspect national avec l'aspect législatif. Et puis enfin le lobbying pour les citoyens, pour voilà, que davantage de citoyens soient informés, sensibilisés sur les enjeux climat par exemple,
ou d'autres enjeux. Donc là, faire ce changement de conscience qui est une étape nécessaire pour la transition. Je vais peut-être pas citer les 5, mais un autre qui me paraît pertinent, c'est du travail interorga, donc, où on a notamment organisé un événement fin août à la clinique à Pontivy, où étaient présentes une centaine d'organisations, et donc on était 250 en tout. Donc ça a été designé sur 2 jours et demi, où l'idée c'était vraiment de créer un cheminement irréversible qui mette toutes les orgas présentes, et donc tous les individus en fait, avant tout, dans une posture de coopération pour ensuite permettre l'émanation de projets communs, pas forcément en laissant en même temps, c'est compliqué, mais d'avoir des projets communs par îlot, donc un peu en mode archipélique. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Mais on a d'autres projets, et là actuellement on est en train de se restructurer, on est une vingtaine, et donc on reste à Pontivy jusqu'à fin novembre. Ensuite on va bouger puisque le propriétaire reprend la possession de son bien. Il y a plusieurs pistes en Bretagne, peut-être pas sur le court terme pour passer l'hiver, mais on sera forcément amené à revenir en Bretagne sur d'autres lieux. Alors nous, on a une question qui évidemment nous taraude, et c'est un des moteurs aussi de la création d'ensemble sur nos territoires, c'est quand même de donner envie à des jeunes de s'investir dans la vie publique locale, de prendre des responsabilités. Et ça n'est pas si compliqué, puisqu'il y a plein d'endroits, et on le sait tous ici, on a du mal à construire une seule liste sur la commune, autant dire que des jeunes qui veulent y aller trouveront leur place. Est-ce que tu sens monter une envie de cet investissement dans la vie publique locale, ou parce que c'est un peu fastidieux, le conseil municipal le vendredi soir, et des choses un peu contraintes, c'est pas obligatoirement ce qui vous fait le plus rêver? Il y a un engagement fort de la part des étudiants, mais pour l'instant plutôt du côté associatif. On voit tous les mouvements Youth for Climate par exemple, donc les jeunes pour le climat. Ce week-end, en ce moment même, il y a la COP1 étudiante qui se tient à Paris ou dans les alentours, où là l'objectif c'est de vraiment entre étudiants, et puis il y a des intervenants extérieurs aussi, mais de clairement remettre les priorités et les engagements qui doivent être à la hauteur en fait, des enjeux sur les questions climatiques. Et ce sont les étudiants qui s'emparent de ces sujets. Maintenant, sur l'aspect politique plus classique, de mon entourage, c'est assez mitigé. Il y en a certains qui sont volontaires, et puis d'autres qui préfèrent réfléchir d'utiliser le levier associatif pour faire valoir en fait leurs convictions, leurs revendications. Est-ce que vous êtes intéressé par des cadres de dialogue, en respectant évidemment la totale indépendance des associations par rapport aux politiques en général, même si ce terme ne veut pas dire grand-chose? Est-ce que ces espèces d'échanges sur l'action publique locale vous intéressent? À titre personnel, oui. Après, c'est pas forcément partagé par tout le monde. Donc il y a encore de la méfiance. Il y a encore de la méfiance, peut-être de la méconnaissance, plus que de la méfiance, et une difficulté de compréhension en fait des rouages, de comment on fonctionne. C'est vrai que ça nécessite d'aller chercher l'information, de s'auto-former au moins au début. Donc ça passe, je pense, beaucoup aussi par l'éducation, notamment, alors peut-être pas assez jeune, mais dans les écoles. Moi, par exemple, je suis en école d'ingénieur sur Toulouse, donc cette année en césure à la bascule. C'est des sujets qu'on aborde peu dans les écoles. Question de participation, même de l'aspect législatif, etc. Et donc des leviers sur lesquels, alors qui du coup dans les grandes écoles ne concernent pas uniquement l'échelon local, mais à mon avis qui permettrait que davantage de jeunes s'engagent en politique au sens large du terme. Merci et bravo pour votre mobilisation.
quand on a lancé avec Joël, avec Territoire 44, avec Morbihan en transition, cet appel ensemble sur nos territoires, on n'avait que 2 structures connues sur lesquelles s'appuyer, celles qu'on avait participé à initier avec les élus et les militants sur nos départements. Et à partir de là, ça a peu à peu diffusé, et notamment avec aussi d'autres sénateurs, et je salue, je ne sais pas où il est, Guillaume Gontard, voilà, je le cherchais, un sénateur de l'Isère, et ça nous a mis en contact avec d'autres structures. Et on a trouvé quand même une structure qui a le nom rêvé. Ça pourrait être quasiment le sous-titre d'Ensemble sur nos territoires. Ça s'appelle quand même « Tous et maintenant réinvestir la vie publique ». Et Fanny Lacroix, sa présidente, a signé l'appel « Citoyens, engagez-vous dans la commune ». Autant dire que c'est exactement ce qu'il faut faire et ce que nous aussi, nous essayons de participer à faire. Donc la question qu'on a envie de poser, c'est après l'appel, où on en est? Est-ce que vous avez provoqué déjà un raz-de-marée de nouvelles convictions et d'engagement, au moins en Isère? Alors du coup, je rebondis aussi sur l'intervention juste avant, parce que du coup, nous, à Tous et Maintenant, on se dit que l'enjeu, c'est vraiment qu'il y a une effervescence sociale, associative, et que c'est justement que cette énergie-là, on arrive à la faire passer au-dedans, quoi. Et on pense aussi que l'échelon de la commune, c'est l'échelon de proximité, de réinvestissement de la République, de manière globale, et vraiment, c'est là notre cheval de bataille, quoi. Donc je ne sais jamais trop par où partir parce que c'est tellement effervescent et Tous et Maintenant, c'est tellement multiple aussi que c'est difficile de tracer l'histoire de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est parti dans un tout petit village qui est Châtel-en-Trièvre, qui se situe dans le sud de l'Isère, où moi j'ai débarqué un peu par hasard en tant que secrétaire de mairie en 2014, recrutée par Jean-Pierre Agresti, petit village de 250 habitants, contexte de désertification rurale totale, plus rien, plus d'école, enfin bon. Vous pouvez imaginer ce que c'est. Et puis, du coup, par contre, au milieu de ce village où il n'y avait pas grand-chose, une friche. On ne savait pas trop quoi faire de cette friche. La commune avait acquis cet espace-là. Et Jean-Pierre Agresti me dit « Je ne sais pas quoi faire, je veux faire un espace public, mais je ne sais pas comment faire. » Et c'est vrai que ça faisait déjà plusieurs mandats qui tournaient autour et il ne savait pas trop quoi faire. Et du coup, là, il y a une grande confiance qui s'est mise en place avec le maire qui m'avait recruté. Et donc, je lui ai dit, Jean-Pierre, est-ce que tu es d'accord de me laisser un petit peu une marge de manœuvre pour essayer de construire un espace public comme moi je le verrais, avec les outils que j'ai acquis? Et il m'a dit, ok, vas-y. Et du coup, on a lancé en 2014 des ateliers participatifs de réappropriation de l'espace public par les habitants. Et ça nous a amené là où on n'aurait jamais pensé que ça puisse nous amener, en fait. Donc on a eu des ateliers participatifs, les gens se sont rassemblés sur l'espace public, mais au sens fort du terme, ils ont construit les usages du site dans cette commune où vraiment il n'y avait plus rien. Et en fait, c'est un réveil citoyen qui a eu lieu sur la commune, et un réveil citoyen assez massif, parce que sur 250 personnes, on a des associations qui se sont structurées suite à ces ateliers et qui rassemblent aujourd'hui à peu près 150 habitants. Donc je veux dire, ça on n'aurait jamais pu l'imaginer, mais en fait c'est possible et ça existe. Et donc, la demande du conseil municipal, c'était de rendre une feuille de route, une feuille de proposition unique. Et les citoyens avaient 4 mois à peu près pour faire ça. Donc moi je les ai un peu accompagnés, mais de manière très légère. Et ils ont rendu cette feuille avec une diversité. Je veux dire, la puissance créatrice de la société civile, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des choses qu'on n'aurait jamais pu penser ensemble, vraiment. Et du coup, le conseil municipal a adopté la quasi-totalité de ces propositions et a lancé ensuite une étude une étude de maîtrise d'œuvre sur la base des propositions habitantes. Et vraiment, l'étude de maîtrise d'œuvre, c'était de dire on a les pièces de notre puzzle et assembler ça de la manière la plus adéquate possible. Les citoyens ont continué à être associés dans ce processus. Ils ont participé au choix du scénario d'aménagement final et tout ça a donné lieu à l'ouverture du domaine de Talon, parce qu'il s'appelle comme ça, avec un café-épicerie associatif qui a ouvert au mois de juillet, dans cette commune où il n'y avait plus rien, avec une place publique, avec un arbre au milieu, avec des bancs, mais ça peut paraître bête, hein. Et je veux dire, le village revit et on a une place publique, et c'est hyper symbolique d'avoir un espace public, une place publique, c'est le réveil de la citoyenneté.
Ça veut quand même dire qu'ils ont choisi le nom qu'il fallait. Oui, moi j'en suis sûre. Évidemment que c'est un bon nom, comme tout c'est maintenant, réinvestir la vie publique, c'est pas rien. Voilà, donc c'est né de ça. Et à Châtel-en-Trièves, on s'est dit, Châtel-en-Trièves, qu'est-ce que c'est? Ça montre que même tout petit, quand on n'a plus rien, on peut se mettre ensemble et se réveiller et dire, on peut réagir et construire une politique à la hauteur des enjeux. On peut faire société même sur un tout petit territoire où ça semblait la fin, quoi. C'est-à-dire c'est face à des enjeux vraiment qui sont d'ordre tragique, de fin du service public, de disparition, que du coup on a une étincelle. Alors j'ose plus dire municipaliste maintenant parce que je sais pas exactement, je manie pas très bien le concept, mais une étincelle en tout cas citoyenne qui se met en place et qui va très loin, puisque du coup, il y a une association qui est sortie de ça, qui se dit « Tout c'est maintenant réinvestir la vie publique », et qui se dit finalement, nous aussi, on a notre place dans la vie de la cité, nous aussi, on va construire, on va aider notamment ceux qui sont les plus éloignés de l'action publique à y accéder, et donc on a défini ça ensemble avec un petit groupe d'habitants qui ont eu cette idée-là, et puis aujourd'hui, mais ça rayonne fortement, effectivement, sur l'Isère. C'est sorti de la vallée, c'est sorti de nos montagnes, ça irradie sur la vallée, les vallées de Grenoble. Aujourd'hui, dans le Grésivaudan, on a plein de listes qui se structurent et qui se réclament de tous et maintenant réinvestir la vie publique. On est allé en Bourgogne, on est allé à Poitiers, et du coup, on est appelé un peu partout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer un truc pareil, alors qu'on avait juste lancé des ateliers participatifs avec les habitants. Et aujourd'hui, je crois que Châtel-en-Trièves vit bien et devient une commune forte et vivante parce qu'on se dit qu'à l'échelle locale, on peut saisir les enjeux planétaires, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question. Il faut que vous fassiez attention parce que en Isère, vous avez quand même des fois tendance à penser que quand ça commence dans une commune, ça peut finir en Révolution française. Alors, vous n'étiez pas seul sur le coup de la Révolution française. En Bretagne, on a fait des trucs aussi. Mais alors, du coup, vous êtes resté sur la dimension communale, plutôt de petite commune, ou est-ce que, par exemple, cette dimension intercommunale, on en a parlé hier soir, avec la difficulté du débat démocratique à l'échelle intercommunale, où une partie des décisions les plus structurantes se prennent, est-ce que ça fait partie aussi de votre réflexion ? Alors du coup, on réfléchit beaucoup sur l'échelon communal. Du coup, je suis contente que vous me posiez la question, parce que pour nous, l'échelle de la commune, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit faire extrêmement attention. Moi, j'aime bien l'image que notre République, c'est comme un arbre ancestral, si vous voulez, quelque chose à la fois de très ancien qu'il faut respecter, et en même temps d'extrêmement fragile. Et pour moi, il y a deux choses fondamentales dans cet arbre républicain. Il y a les racines, et je pense que les communes, c'est les racines de notre système républicain, et il y a la sève qui fait que l'arbre vit, c'est-à-dire qu'il y a un fluide qui passe du bas vers le haut, et c'est ça finalement qu'il faudrait pouvoir reconstruire, c'est-à-dire c'est l'accès aux fonctions électives et au plus grand nombre, et que ce soit quelque chose de mouvant et que tout le monde puisse y avoir accès et que ce soit plus du tout réservé à certaines personnes. Du coup, nous, c'est vrai que dans notre approche, on est forcément marqué par ce qu'on a vécu, et donc nous, on a vécu une réappropriation de la politique à l'échelle d'un tout petit village. Et c'est vrai que forcément, on se pose la question de se dire, il faut qu'il y ait une concordance entre un projet politique porté par une communauté capable de le mettre en œuvre. Donc on a commencé à travailler notamment avec un chercheur, et ça je vous l'ai dit déjà hier, qui s'appelle Éric Charme, qui lui a renversé un petit peu le concept du droit à la ville pour parler du droit au village comme le droit à expérimenter la capacité de l'agir en commun. Et c'est vrai que la commune, et on l'oublie souvent, par toutes les réformes qui sont en cours, on oublie cette fonction première de la commune, qui est une fonction démocratique, qui est de rendre accessible notre système républicain. Et donc c'est la porte d'entrée, c'est les racines de cet arbre. Et du coup, je pense qu'il faut absolument qu'il y a urgence, là pour le coup, qu'il y ait une urgence démocratique dans notre pays qui est évidente, c'est-à-dire on a une effervescence des mouvements sociaux, on a des associations qui sont pleines de propositions, et donc il faut trouver une issue à tout ça. Et je pense qu'on est en train de fragiliser le premier échelon où ça peut se faire, qui est l'échelon communal. Et donc il y a quelque chose sur la construction de la confiance qui est extrêmement importante.
Et du coup, de ne pas considérer, de ne pas mettre dans le débat, quand on parle de réforme territoriale et de réorganisation, cet élément qui est un élément fondamental, c'est mettre en risque tout l'arbre. Donc il y a pour moi 2 choses extrêmement importantes, c'est de conforter la place des communes et de permettre de construire des projets de société à l'échelle communale. Sauf que si on fait que perdre en compétences et qu'on devient que la commune, c'est plus que gérer les cimetières et l'état civil, franchement, personne n'aura envie d'y aller. Et ça, il faut se le dire, c'est extrêmement préoccupant, quoi. Et la deuxième chose, c'est veiller à ce qu'il y ait toujours ce flux qui puisse se faire, c'est-à-dire cette accessibilité de la fonction élective à tout à chacun, et notamment aux personnes qui en sont le plus éloignées. Du coup, je profite de ce moment parce qu'il y a plein de sénateurs, et je sais qu'il y a un projet de loi là, qui va arriver, qui est le projet de loi engagement et proximité. Et franchement, moi je vous le dis, puisque je suis dans une commune rurale, si vous êtes maire, vous avez 600 € d'indemnité par mois. Mais je veux dire, si vous êtes... Voilà, moi je vais vous dire ma situation personnelle, puisque je suis famille monoparentale, j'ai 2 enfants à charge, 2 garçons qui ont 5 ans et 7 ans. Je fais un petit boulot de secrétaire de mairie. Autant vous dire que même si j'ai envie de m'engager et que j'ai 600 € d'indemnité par mois, mais qu'est-ce que je vais faire? Je veux dire, c'est plus de l'engagement, c'est de l'épuisement. Donc il y a vraiment une urgence à pouvoir offrir les conditions pour que tout à chacun puisse se permettre de dire j'y vais et puisse oser. Que les sénateurs sont interpellés, nous avons défendu le fait effectivement d'augmenter les indemnités des élus des communes et notamment des maires, et c'est un certain nombre de maires qui ont et on voulait le faire, enfin ça a été fait dans la loi sur le fait que ça ne soit plus la commune qui décide du niveau d'indemnité, ce qui est une pression énorme sur, en plus c'est la première délibération du premier conseil, c'est vraiment une pression énorme du genre ils s'en mettent plein les poches. Donc on avait réussi à faire en sorte que ce soit une grille nationale, que ce ne soit plus une décision locale. Et ça a été remis en cause par un certain nombre de maires qui considéraient qu'ils étaient trop payés. Et on est revenu en arrière. Mais on est, je crois, je ne peux pas parler pour tous mes camarades sénateurs et sénatrices, mais je crois qu'on est assez d'accord pour dire qu'il faudra encore y revenir. Je ne suis pas sûr qu'on soit majoritaire au Sénat encore cette fois-ci pour le faire passer, mais je crois que ton témoignage, il faudrait vraiment qu'on le montre au ministre Sébastien Lecornu. Merci en tout cas, et nous on est vraiment très heureux que Fanny rejoigne le bureau ensemble sur nos territoires. J'en profite pour passer un message aux membres du bureau. Il faut qu'on se voit 5 minutes après cette réunion. Alors Damien, en fait, il faut quand même qu'on me dise, il y a un certain nombre de gens ici, peut-être pas tous qui ont été jeunes, voire activistes dans leur jeunesse, jeunes activistes. Par exemple, Isabelle Thomas, elle a quand même une vraie histoire à ce niveau-là. Et puis après, voilà, députée européenne, un certain nombre de fonctions. Isabelle, quand on a justement des jeunes, alors là ils nous disent poliment, parce que on est entre nous, mais des fois ils nous le disent moins poliment, qui nous disent on ne croit plus en votre capacité d'action, alors qu'on y a mis quand même beaucoup d'énergie. C'est un peu compliqué quand même. Est-ce que tu peux avertir? Ah, il va partir. Je voudrais... Là tu me casses ma dynamique de... Adaptabilité. Non, mais je laisse la parole à Isabelle. Voilà. Et je reviendrai l'année prochaine. Non. Si tu dois partir. Bien. À la limite, on pourrait te retourner la question, parce que tu as aussi une jeunesse. Et donc, on t'a invité président d'honneur de France Nature Environnement aujourd'hui, quand même très investi depuis très longtemps dans tous les combats écolos en Bretagne. FNE fait partie donc des associations qui ont signé le pacte pour la transition. Pacte pour la transition qu'on a effectivement utilisé dans les ateliers toute la journée parce qu'il va sur l'action locale. Qu'est-ce qui a motivé le fait de faire ce travail de proposition ? Alors, les raisons sont nombreuses. S'il fallait en retenir une, je dirais qu'au travers de ce qu'est FNE, c'est-à-dire un mouvement très présent territorialement, y compris en Outre-mer, et je crois que vous n'avez jamais évoqué les Outre-mer, mais moi je voudrais quand même que, en quelques mots,
les Outre-mer sont souvent, dans les Outre-mer, les citoyens dits français sont souvent des citoyens de seconde zone. Donc il faut une réflexion particulière sur les Outre-mer. Je reviens donc sur les éléments qui nous ont amenés à rejoindre des alliances beaucoup plus larges. D'abord, je pense que l'exigence numéro un que nous avons, et ce qui est très différent d'un certain nombre d'autres ONG environnementales, c'est l'exigence démocratique. Nous, comme je l'indiquais, FNE, c'est France Nature Environnement, c'est 3500 associations, c'est 900 000 adhérents, c'est-à-dire présents sur tous les territoires, avec des représentations associatives très différentes, très hétérogènes, quelquefois contradictoires, mais peu importe, c'est la richesse d'une grande fédération, et c'est d'ailleurs un outil unique à l'échelle européenne. Il n'y a pas ça dans les autres pays européens, cette forme de mouvement associatif qui part des territoires et qui essaye de se traduire par des politiques nationales. Nous avons vécu quand même ces dernières années des situations très difficiles sur le plan environnemental. Je dirais que très souvent, la démocratie est remise en cause dans ses fondements au travers d'enjeux environnementaux. Je vais prendre simplement 2 ou 3 exemples. La mort de Rémi Fraisse, déjà, on vient de fêter le 5e anniversaire, commémorer le 5e anniversaire de sa mort, et dans les jours qui ont suivi sa mort, je vais demander d'ailleurs à être reçu par François Hollande qui l'a fait, qui m'a reçu à l'Élysée, et puis moi j'avais dit il nous faut un choc de démocratie, on ne peut plus fonctionner comme ça sur les moindres investissements, projets qu'il faut mettre en œuvre, qu'ils soient du côté du public ou du privé. On voit bien qu'il y a des trous dans la raquette démocratique, les avis des populations ne sont pas pris en compte. Donc c'est vrai que on a vécu ça également avec Notre-Dame-des-Landes, mais les exemples sont nombreux. Aujourd'hui, il y a une manif en ce moment devant Matignon qui a démarré hier dans le triangle de Gonesse, que j'ai appris à très bien connaître, heureusement et malheureusement. Enfin, les exemples sont pléthoriques. On a réussi à créer quelques outils récemment qui auront leur utilité, que vous connaissez à peine peut-être, mais qui sont, par exemple, la Commission nationale du débat public, où aujourd'hui avec Chantal Joanneau et sa présidence, qui est une excellente présidente, comme on a des outils comme l'autorité environnementale nationale, comme les autorités environnementales régionales, on a un peu conforté la construction de ces projets territoriaux, mais en fait ça ne fonctionne pas suffisamment bien aujourd'hui, notamment parce qu'il y a une marginalisation aussi des corps intermédiaires en France. Ça, avec Macron, dans sa première phase, c'était vraiment très net, c'était les syndicats, ça n'existe pas, les grandes associations environnementales, ça n'existe pas. Je ne sais pas si dans la deuxième phase, il en tiendra beaucoup plus compte, mais la société civile organisée n'est véritablement pas prise en compte comme étant un élément de débat, de dialogue. Il ne s'agit pas d'être obligatoirement uniquement dans des processus de décision, mais au moins dans des processus de dialogue. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, puisque si on n'est pas pris en compte, on intervient, et notamment on intervient au plan juridique. Nous sommes très très loin, l'ONG qui est le plus souvent en justice. On a 600 actions en justice par an. C'est pas parce que 600 actions, c'est parce qu'on pourrait en faire beaucoup plus, mais entre nos salariés, nos bénévoles, les avocats qui travaillent avec nous, souvent gratuitement, on n'arrive pas à suivre l'ensemble de ces sujets, de ces objets de contestation. Et sur les 600, je dis tout de suite qu'on gagne 90% de nos actions en justice. C'est-à-dire que donc c'est nous-mêmes qui, en permanence, essayons de redire où se trouve le droit, et notamment à des élus locaux. Et les élus locaux, en général, ne connaissent pas le droit environnemental, qui est d'ailleurs aussi en régression. Le plus bel exemple qu'on est en train de voir avec la démarche soft law de Macron, c'est ce qui s'est passé à Rouen. En fait, à Rouen, le préfet a dit vous pouvez continuer à accumuler un certain nombre de produits, ça n'intéresse personne, je prends un arrêté. Alors que avant Macron, on aurait pu mettre en œuvre des procédures totalement différentes. Et quand on voit aujourd'hui l'impact que cela peut avoir, non seulement sur la santé, mais aussi sur sur la vie économique. On ne sait pas du tout ce vers quoi nous nous dirigeons aujourd'hui dans la région rouennaise et dans les Hauts-de-France, mais on voit bien qu'il y a un impact économique, notamment dans le milieu agricole, qui est extrêmement important. Donc il ne s'agit pas simplement de se battre pour avoir des lois qui protègent beaucoup mieux le citoyen, mais c'est aussi faire en sorte qu'on ne régresse pas en matière environnementale. Or, depuis 2 ans et demi, nous régressons.
Et là, j'aurais une vision légèrement différente et moins dynamique que ma voisine, pas celle-ci, mais celle-ci, à droite. Je vais dire ma voisine de droite, mais ça t'aurait pas plu. Je pense qu'un des freins pour nous dans le domaine environnemental, à la prise en compte véritablement de tous ces enjeux environnementaux, je pense notamment alors il n'y a pas que la biodiversité dans les enjeux environnementaux, mais la biodiversité, c'est les 35 000 communes. J'ai été élu local, je sais quelles sont les résistances sur la non-volonté de la très grande majorité des élus de ne pas prendre en compte ces aspects-là de la vie locale. Et donc il y a encore du champ énorme de compétences à développer, rien que sur la biodiversité. On pourrait en faire un atelier. Le film municipal et biodiversité, c'est l'un des domaines dans lesquels on fait le moins de choses en France. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que les communes qui peuvent agir en matière de biodiversité, mais c'est certainement une des meilleures réponses que l'on puisse avoir aux enjeux des changements climatiques. Donc sur la démocratie environnementale, on est en manque en France. Nous participons à plus de 15 000 commissions locales, départementales et régionales, 200 commissions nationales. Vous imaginez l'investissement que cela représente en termes de salariés et en termes de bénévoles. On en crée tous les jours encore de nouvelles commissions. Je suis moi-même dans la Commission nationale de la biodiversité avec une nouvelle machinerie liée à la biodiversité qui concerne peu ou prou, comme je le disais tout à l'heure, directement les communes. Et moi, je pense qu'il y a là un travail énorme à faire pour se réapproprier. Ça sont des questions de territoire véritablement essentielles. Et quand je vois les conneries qui sont faites tous les jours par des élus locaux, de gauche comme de droite, en matière de biodiversité, je considère qu'il y a là un investissement majeur à mettre en œuvre. Et je ne sais pas si on peut créer un adjoint à la biodiversité. Moi, j'ai essayé de le faire dans l'agglo de Quimper où j'étais vice-président. Je me suis fait envoyer sur les roses. Mais là, on a viré l'adjoint au développement durable, donc tu as une place. Ah oui, bon, il y a une place. Autre aspect, puisque aussi on est en Bretagne, je suis un peu désolé pour les autres, et notamment pour les Isérois qui ne connaissent pas cette question-là, mais les enjeux terre-mer se traduisent rarement dans les équipes municipales du littoral. On a un retard dans la prise en compte des enjeux littoraux en France par les équipes municipales. Alors bien sûr que l'État joue un rôle déterminant à la fois dans la mer territoriale et dans la zone économique exclusive, mais il n'empêche que quand on voit les réticences qu'ont les maires à travailler sur des volets maritimes dans les SCOT, moi je dis qu'il y a là un problème. Donc moi je dis, si vous êtes dans des communes littorales, et en France on en a quand même beaucoup, les enjeux sont énormes. Il y a des enjeux d'érosion, il y a des enjeux de submersion, il y a des enjeux énergétiques, il y a des enjeux de biodiversité, il y a des enjeux sociaux, etc., de logement, etc. Le lien terre-mer, il doit être un élément, à mon avis, essentiel de la construction d'une politique municipale sur le littoral. Alors j'imagine qu'en montagne, on a d'autres préoccupations, mais il ne faut pas laisser toutes ces questions-là uniquement à l'État. Mais alors justement, c'était un peu la question. Comment, puisque le pacte pour la transition, c'est les grandes lignes d'un programme municipal de transition. Comment, à partir du moment où un certain nombre d'associations, la bascule aussi, beaucoup d'associations ont travaillé ensemble sur ce programme, parce que c'était vraiment un programme, comment vous voyez derrière l'échange avec les élus, avec toujours cette difficulté, ce que Damien disait tout à l'heure aussi, un peu de la méfiance, est-ce que je m'affiche avec certains, on va penser que je roule pour truc. Comment vous voyez votre rôle maintenant dans la campagne municipale et demain aussi dans l'accompagnement de cette nouvelle génération d'élus? Alors, au plan local, la responsabilité incombe à nos associations, et un certain nombre d'associations se méfient, sont dans une posture de méfiance vis-à-vis des élus locaux, pour une foule de raisons. D'abord parce que les terrains communs de réflexion ne sont pas obligatoirement nombreux. Je pense notamment à toutes nos associations où l'essence naturaliste est très forte. Comme ce sont des sujets sur lesquels il est quasiment impossible de discuter avec des élus, notamment des maires, qui ont, comme les Français en général, une connaissance des enjeux de biodiversité très faible,
c'est pas un enjeu qui apparaît central pour les élus, ce qui fait qu'un très grand nombre de nos adhérents se sentent peu concernés par cet enjeu. Je pense que c'est une erreur, bien sûr, mais il faut bien voir que ce n'est pas facile. Les compétences communales sont quand même limitées. On a beaucoup parlé des compétences énergétiques, mais la compétence énergétique n'est pas encore au cœur même de l'action communale, voire intercommunale. Donc, transition énergétique, lutte contre le changement climatique, place de la biodiversité, ce sont des enjeux nouveaux qu'il faut faire venir au cœur même, dans le périmètre de l'action municipale. Et sur la biodiversité, on en est qu'au balbutiement. Il y a un travail gigantesque à faire dans chacune des communes. Alors, c'est quoi la bonne distance entre les associations, les syndicats, évidemment, tout le monde respecte leur indépendance par rapport aux politiques, et ces élus? C'est-à-dire, alors, il y a une manière classique de faire, c'est d'engueuler l'élu qui ne fait pas bien, c'est des associations, ça, globalement, assez bien le faire. Mais on a des élus, une nouvelle génération qui connaît peu ces sujets, qui a besoin de formation, donc ça veut dire se rapprocher un peu plus. Comment vous voyez cette bonne distance? L'effort doit venir des deux côtés, parce que c'est clair aussi que chez nous, comme je l'ai rapidement souligné, il n'y a pas toujours une volonté de s'investir au plan local. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui des questions qui croisent les politiques municipales qui sont très, très portées, y compris en termes d'expertise par nos associations, parce que au plan scientifique, aujourd'hui, on ne trouve certaines formes d'expertise, notamment toujours en termes de biodiversité, que dans les associations, parce que les enceintes scientifiques ont abandonné pour partie ces enjeux territoriaux. Je pense qu'il faut que des deux côtés, on apprenne à se rapprocher. Je vais terminer par là. Comme on l'a fait, nous, et comme j'ai essayé de le faire lorsque j'étais président, vers les autres grandes structures associatives ou syndicales françaises, on a créé non pas les places publiques, mais places de la République. Moi, j'aurais préféré d'ailleurs qu'on appelle ça place de la démocratie, parce que j'ai toujours une réflexion entre démocratie et république. Je pense qu'il y a quelquefois des écarts énormes. Et bon, peu importe, toujours est-il qu'on a signé, notamment avec les grands syndicats réformistes, plus les grandes structures humanitaires dans le domaine de la santé, je pense à l'UNIOP, je pense à Emmaüs, Fondation Abbé Pierre, je pense à la CFDT, l'UNSA, etc. Pour la première fois, par exemple, l'UNSA, à son congrès de cette année à Rennes, a invité une ONG environnementale, en l'occurrence FNE, et je suis intervenu dans un congrès syndical. Donc il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. L'une des difficultés, c'est qu'en France, dès qu'on parle d'environnement, c'est le cas par exemple au CNTE, au Conseil national de la transition écologique, tout le monde y est. Ce qui est très bien. C'est-à-dire, il y a le MEDEF parle de biodiversité aujourd'hui, il y a 10 ans c'était caca. Aujourd'hui, parle de biodiversité. Ils ont une politique en faveur de la biodiversité. Il y a les syndicats, il y a les élus, il y a les sénateurs, il y a les parlementaires, il y a tous les parlementaires, il y a les élus régionaux, etc. Donc dès qu'on parle d'environnement, tout le monde a droit à la parole. Mais dès qu'on parle social ou dès qu'on parle d'économie, par exemple, nous, on a demandé à participer à un certain nombre de débats économiques, on a une vision de l'économie en tant qu'environnementaliste ou écologiste. On a une vision, je ne dis pas qu'elle est la meilleure ou qu'elle est bonne, mais je dis qu'on doit participer à ce débat. Or, en France, c'est impossible. On ne peut pas avoir un débat de développement économique lorsqu'on se targue d'être environnementaliste. Merci de m'avoir donné la parole. Merci. Mais j'avais plein d'autres choses à dire. Oui, mais après, tu vas être en retard. Bon, et Isabelle, la question reste donc sur la table, et Denise en a reparlé de cette méfiance. Donc, comment on fait aujourd'hui pour casser ce cercle un peu infernal qui s'est installé progressivement?
par le simple fait d'ailleurs que les compétences communales ont régressé au profit de compétences intercommunales et que l'intercommunalité, ça ne parle pas aux citoyens. Les élus connaissent, bien sûr, mais d'abord les électeurs, ils ne savent même pas qui ils élisent à ce niveau-là. Ils savent encore moins à qui s'adresser en cas de besoin. Et ils ont l'impression que donc, ce sont des compétences qui échappent totalement à leur vote, à leur choix, etc. Donc il y a déjà une régression. Si on fait pas, et il y a même des régressions sur les questions démocratiques. Bon, on ne va pas développer plus, mais il y a des régressions sur le droit de manifester. Dénès en parlait. Il y a des régressions sur toutes les, même quand on manifeste et même quand ça se passe à peu près bien et qu'on ne se fait pas taper sur la figure. Eh bien, on manifeste pour rien, parce qu'en fait, personne n'écoute plus personne. Enfin, le pouvoir central n'écoute plus personne. Il y a beau y avoir de 100 000 personnes à 1 million de personnes dans la rue. De toute façon, personne n'en a rien à faire. Donc, on est en train de perdre tous les leviers de la démocratie les uns après les autres. Donc, il faut déjà avoir en tête cette idée qu'on est en régression. Donc, à partant de là, c'est déjà un élément très inquiétant sur lequel qu'il faut combattre et qu'il faut reconstruire. Mais en plus de ça, et peut-être aussi parce qu'il y a cette régression démocratique, mais pas seulement, je pense qu'on est quand même aussi à un tournant historique. Une nouvelle page démocratique est en train de s'écrire. On ne va pas revenir on ne va pas énumérer l'ensemble des raisons. Elles sont nombreuses. Mais il y a évidemment, et toutes les expériences ici, que ce soit celle de Fanny, celle de Damien notamment, démontrent qu'il y a une nouvelle exigence de participer, de débattre, de discuter, de peser sur les décisions de la vie de la cité, sur les décisions politiques, qu'on ne sait pas bien encore comment prendre le manche. Alors il y a quelques maires qui sont plus ou moins en avance, hein. On en a eu tout à l'heure des exemples dans l'atelier. Mais il est clair que justement parce qu'il y a cette défiance d'une part, cette défiance aussi liée aux désastres, désastres écologiques, sociaux et démocratiques qui sont en cours, et face à ces désastres et face à une forme d'impuissance, enfin je dis impuissance, je suis gentille, je devrais dire face à des choix politiques qui ne sont pas les choix de la démocratie, eh bien les citoyens se disent, on va essayer de nous reprendre le manche, puisque de toute façon c'est un désastre, c'est un échec, et donc on va essayer de reprendre le manche. Et ce manche-là, il n'est pas... tout est à inventer. Donc on a des expériences chacun différentes, de la bascule... Ah, j'ai oublié le nom de ton visage, Fanny, mais Châtel-Entrière. Et donc, effectivement, il y a des choses à inventer. Mais les choses à inventer, dont j'ai dit tout à l'heure, pour moi, la première porte d'entrée, c'est la commune. Je partage complètement ce point de vue. Et en même temps, il ne faut pas se priver d'avoir des exigences à chaque échelon. On a plein d'échelons démocratiques, on a la commune, on a l'intercommunalité, on a département encore, pardon, on a la région, on a l'État et puis on a l'Europe. Et même au niveau européen, je me suis rendu compte en tant que députée européenne que justement quand il y avait une mobilisation citoyenne, eh bien nous en tant que députés, on avait tout à coup, on avait le pouvoir. C'est-à-dire en gros, tant qu'il n'y a pas de mobilisation, on est face à un mur de lobbying, on va dire, financier, multinational, extrêmement puissant, dès lors qu'on a une mobilisation citoyenne, on l'a vu sur la pêche électrique, on l'a vu sur le glyphosate, on l'a vu alors, sur le plastique, alors à ce moment-là, eh bien, on arrive à franchir, à bousculer l'ordre établi, finalement, à franchir des caps et à faire entendre la voix des citoyens. Mais tant que on laisse les élus finalement tout seuls, eh bien, on est bloqué par cet immobilisme et cette puissance je sais pas comment dire, cette puissance économique, financière, qui fait obstacle à toute évolution, si ce n'est dans l'intérêt de leur propre profit. Donc partant de là, et du coup, ça m'a fait réfléchir, parce que je n'ai pas été réélue députée européenne, je me suis dit, est-ce que je veux être de nouveau élue ? Eh ben non. Eh bien non, parce que je veux justement désormais expérimenter des choses du point de vue du simple citoyen, avec l'expérience politique qui est la mienne. Et je me dis que c'est peut-être là, finalement, que je serai le plus utile aujourd'hui dans cette mobilisation citoyenne nécessaire, encore une fois à tous les échelons, parce que c'est elle qui fera que les transitions se font ou qu'elles ne se font pas.
il nous faut des élus. Et bravo et merci à tous ceux qui vont se porter candidats pour les futures élections municipales. Merci à vous. Je vous fais œuvre de donner de votre temps, etc. Et c'est très bien. Mais je crois aussi que les citoyens ont un rôle à jouer, que le rôle, et je me dis que le rôle il n'est pas le même, mais il est égal. Il est aussi important du point de vue du citoyen que du point de vue de l'élu. Certes, il y a des leviers institutionnels pour l'élu qui lui permettent de faire des choses, mais je m'adresse à ceux qui n'ont jamais été élus et qui vont l'être. Sachez qu'il n'y a rien de mieux pour obtenir des résultats que de s'appuyer sur les citoyens et sur la démocratie. C'est le plus grand plaisir qu'on puisse avoir et c'est les meilleurs résultats qu'on obtienne. Donc, pour le politique, aller vers le citoyen, c'est déjà montrer qu'il peut être autre chose qu'un politique. Le message est très clair. Une dernière question. On a quand même fait preuve d'une grande créativité ces dernières années. On a quand même créé un paquet de trucs, Génération, Nouvelle Donne, Place Publique, ensemble sur nos territoires ce matin. On n'arrête pas. Est-ce qu'avec tout ça, on aide le citoyen à y voir plus clair? Eh bien, je vais te surprendre. Je sais pas. Mais peut-être. Pas mal. Mais ça aussi, je me suis posé la question, comme tout le monde. Hein, et on en a payé le tribut déjà une première fois. Il s'agirait de ne pas le payer une deuxième. Je parle pour les municipales, de cet émiettement, de cette division. Parce que quand on regarde finalement les choix des électeurs, en France et en Europe d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes à quelques exceptions près. C'est-à-dire qu'on a un tiers de voix pour les nationalistes néofascistes, un tiers de voix pour les libéraux et un tiers de voix pour la gauche et les écologistes. Donc évidemment, première des choses qu'on peut dire, c'est mince alors, c'est quand même dommage qu'on ne soit pas tous ensemble parce qu'on aurait fait un tiers des voix et on aurait damné le pion aux nationalistes et aux libéraux. Bon. Mais en même temps, le fait est que ce qui aussi ne nous permettait pas d'être performants, je crois, et d'être démocratiques, j'insiste, c'est le fait qu'il y avait toujours une hégémonie. Le Parti socialiste a été hégémonique pendant des décennies. Et puis, il y en a un qui a été le premier à l'élection présidentielle, et il s'est cru hégémonique. Et puis, il y en a un qui a été premier aux élections européennes, et il se croit hégémonique. Enfin, excusez-moi, je dis les choses comme je les pense. Et le fait qu'on soit finalement... il n'y a pas vraiment... un peu émietté, un peu en vrac, ça peut peut-être faire réfléchir justement au fait que... Et si on arrêtait avec le concept de l'hégémonie? Si on commençait à d'abord se respecter et considérer que même celui qui fait quelques pourcents, ou même celui qui a été un coup premier, un coup deux, est-ce que même celui qui n'a pas été aux élections mais qui a juste des choses à dire, est-ce qu'on peut concevoir justement autrement les choses? Cela étant, je ne suis pas non plus bisounours, et je me dis que pour les élections municipales, comme pour les échéances à venir, et évidemment la présidentielle dans ce pays, si on veut pouvoir peser sur les leviers institutionnels, il va bien falloir qu'on soit extrêmement respectueux et extrêmement raisonnable et qu'on s'allie tous. Et si j'ai une mission dans ma petite... si j'ai une mission, moi, c'est celle de faire l'unité, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir finalement des projets qui sont quasi décalqués les uns sur les autres et de se présenter en vrac. Parce que là, effectivement, ça n'aide personne. Mais le fait qu'on ait été, à un moment donné, un peu éparpillé, et qu'on en brise cette hégémonie qui nous a finalement, qui a tué la démocratie, ça peut, à toute chose malheur est bon, comme on dit, être un excellent nouveau départ pour l'unité. En tout cas, je crois qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que pour les élections municipales, on peut être divers, on peut être pluriel, on peut être tout ce qu'on veut, mais il faut qu'on soit rassemblés si on veut attraper les leviers institutionnels qui sont aussi nécessaires que la citoyenneté et la démocratie pour agir sur le réel. Raphaël, si on écoute Isabelle, donc encore heureux que tu aies raté ton coup sur les européennes, c'était trop tôt. Mais là, maintenant, il va falloir quand même réussir. Alors,
un des mieux placés pour mesurer la difficulté de réussir le rassemblement. Donc c'est quoi la formule miracle pour y arriver? Je ne sais pas s'il y a une formule miracle. Je pouvais tenter. Ouais, mais ce qui est sûr, c'est que quand on a créé Place Publique, c'était cette idée, mais l'idée qui est partagée, je pense, par tout le monde ici, dans cette salle, c'est cette idée de l'urgence, une urgence écologique, une urgence sociale. Enfin, je veux dire, on sort quand même d'un an qui devrait tout changer en France. Il y a eu l'un des principaux mouvements sociaux. Quoi qu'on pense de l'expression politique de ce mouvement, l'un des principaux mouvements sociaux de notre histoire, et on fait comme si il ne s'était rien passé déjà aujourd'hui. Et donc, urgence sociale, urgence démocratique, on en a parlé, et c'est cette urgence-là qui fait que si on ne veut pas que la politique se limite à un match auquel on est invité à assister en tant que spectateur entre libéraux et nationalistes, à un moment, il faut se rassembler. Et donc nous, on a pensé que les européennes, ça pouvait être ce moment. Alors on a seulement extrêmement partiellement réussi. Donc on a échoué. C'est une autre manière de dire qu'on a partiellement réussi. Généralement, c'est pour dire qu'on a échoué, mais c'est mieux de dire qu'on a partiellement réussi. Donc on s'est unis à une autre force politique, à deux autres forces politiques, mais le rassemblement à trois autres forces politiques, mais le rassemblement de la gauche et des écologistes, c'est bien au-delà de ça. Et ce qu'on voulait faire, c'était bien au-delà de ça. Donc, ce qu'on peut lire des européennes, c'est quand même que, effectivement, la politique, c'est pas de la simple addition, mais c'est qu'au moins, il y a une tentative des gens qui veulent une alternative sociale et écologique de s'émanciper du chantage macronien, qui est de dire la politique, ça se limite à juste moi ou Le Pen. Et donc, ces gens-là, ils ont voté à gauche ou écolo. Et il y a un tiers des gens qui a voté à gauche ou écolo. Et donc, il y a un tiers des gens qui veulent cette alternative. Et c'est une force politique immense. Alors maintenant, ce rassemblement, évidemment, il ne peut pas se faire au rabais. Il ne peut pas se faire, sinon il n'y aura pas de dynamique. Il ne peut pas se faire sans tirer les leçons des échecs passés. Il ne peut pas se faire sur un minimum programmatique. Par exemple, très clairement, parce qu'il faut poser les choses concrètes, ça a déjà été évoqué, mais moi hier soir j'étais à un rassemblement de soutien au collectif qui lutte contre Europa City. Évidemment, ça va en contradiction avec des élus locaux de gauche qui soutiennent au nom de l'emploi un projet qui appartient au XXe siècle, clairement. Et donc là, il va falloir une clarification, parce qu'on sait tous que ce rassemblement, ce sera sur la sociale écologie. Mais après, il y aura des travaux pratiques et où on va définir ce que ça veut dire dans les faits, la sociale écologie. Donc, quel type de projet on soutient et quel type de projet on ne soutient pas. La sociale écologie avec Europa City, c'est compliqué. C'est peut-être incohérent. Et c'est pas très nouveau monde, en tout cas, tel qu'on entend nous, le nouveau monde. Et donc, il y a cette logique, et c'est pour ça que c'est très bien, ensemble sur nos territoires, et que nous, à Place Publique, on participe avec enthousiasme, c'est qu'il y a la logique du rassemblement, mais un rassemblement qui soit exigeant, assez exigeant pour créer une dynamique de transformation. Parce que sinon, on parlait des jeunes, si c'est juste le rassemblement de la gauche, honnêtement, je ne pense pas qu'on va faire venir des masses de jeunes dans les meetings de rassemblement de la gauche. Si ça ne débouche pas sur un projet de transformation de la société, s'il n'y a pas une dynamique qui s'enclenche. Et donc, c'est un rassemblement qui ne soit pas un rassemblement au rabais. Mais ce n'est pas une formule magique, ça encore. Ce qui est évident, ça a été mentionné, c'est que ça ne pourra pas se faire non plus simplement dans des accords d'appareil. Et c'est pour ça qu'ensemble sur nos territoires, c'est intéressant. Et ça ne pourra pas se faire sur les modalités traditionnelles du politique, c'est-à-dire qu'on ne va pas ramener des gens de 20 ans aujourd'hui pour servir de soldats à des organismes politiques qui vont leur donner des paquets de tracts à les distribuer. Ça ne va pas fonctionner. Donc c'est important, et d'ailleurs c'est ce qu'on essaye de faire à Place Publique, de mettre en place la gouvernance partagée, les nouvelles modalités de la participation politique. C'est pas évident, franchement, ça heurte, parce que c'est plus facile à faire dans une association que dans un mouvement politique. Mais c'est vers ça qu'il faut tendre, c'est vers ça qu'il faut aller, et c'est comme ça qu'un nouveau public pourra venir. Parce que, bien sûr, il ne faut pas que l'ancien public de la gauche parte divisé, mais même si on se rassemble et qu'il n'y a pas la dynamique de gens qui ne sont jamais allés en politique, ça ne marchera pas. Donc il faut bien qu'on procède de manière différente et qu'on ait des objectifs différents. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout, sinon je vais oublier, ce que tu as dit sur la République, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que on va tous dire la République, la République, la République. Mais la République, sans la sève,
ça ne fonctionne pas. Et que c'est un sujet aussi qui est important à gauche et chez les écolos, pour nous tous. Qu'est-ce qu'on entend par République? Parce qu'il y a des gens qui sont en adoration devant des structures et qui vont dire qu'il faut obéir à la structure. Si on fait le signe de croix, en gros, quand on passe devant une mairie, on est républicain, quoi. Pas forcément le signe de croix, mais si on baisse la tête, si on baisse la tête et qu'on adore comme une icône religieuse les symboles de la République. Moi, je suis un fan de l'histoire républicaine et des symboles de la République, mais c'est pas ça la République. La République, c'est la sève dont tu parlais. Et cette sève-là, pour qu'on la récupère, pour qu'on ait une politique réellement républicaine, c'est-à-dire qui remette l'espace public, la personnalité publique de chacun d'entre nous au cœur, ça passera, à mon avis, d'abord par les territoires, par les communes, et par une redéfinition à la fois du statut de l'élu, mais aussi du rôle du citoyen. Et donc on va devoir discuter réellement à la fois de la démocratie de construction, de co-construction, mais aussi de sujets que Génération d'ailleurs a soulevés avant les autres, mais d'une rémunération de l'investissement citoyen. Alors je ne sais pas si ça prendra la forme du revenu universel ou d'une autre manière, mais il faut qu'on arrive à dégager du temps, de l'énergie, du pouvoir pour reprendre le contrôle sur notre existence. C'est ça l'enjeu fondamental. Et tant que la gauche ou les écolos ne montreront pas qu'en fait, en choisissant l'alternative sociale et écologique, on arrive à répondre au slogan du Brexit Take Back Control, on n'a aucun avenir. Et on laissera l'avenir à Salvini. C'est-à-dire que nous, on doit avoir une vraie réponse qui redonne le contrôle. Et ça passe évidemment pour moi sur les élections municipales par la question de la démocratie qui doit être la question centrale à mon avis. Merci. On va faire passer le micro de l'autre côté. On va aller jusqu'à Anne-Laure, donc conseillère régionale socialiste. La question de la capacité d'évolution du PS aussi est sur la table, même si je rappelle vraiment le mouvement qu'on a lancé, il s'adresse d'abord à des élus qui ne sont pas dans aucun des appareils, mais on voit bien qu'on doit travailler à la fois sur le champ du rassemblement de beaucoup de gens qui ne sont pas dans les anciennes organisations, qu'on doit discuter avec de nouvelles organisations citoyennes, et qu'on a aussi dans le paysage encore des organisations qui existent et qu'il faut qu'on joue sur ces trois niveaux à la fois. C'était le sens de cette table ronde. Est-ce que cette évolution, quand même, que les intervenants précédents souhaitent, c'est évident, tu la sens? Alors, je vais utiliser la métaphore de la bascule parce que quand j'ai entendu la première fois ce terme, je me suis dit c'est génial. On en est vraiment là. Enfin, on est juste avant là. C'est-à-dire qu'on est au point d'équilibre entre, Raphaël disait l'ancien monde ou le nouveau monde. Et dans cet ancien monde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a en gros un monde d'élus, mais d'élus qui sont un peu accaparés le pouvoir. Il y a un monde qui était sur la question sociale et qui négligeait totalement la question qui est le grand défi d'aujourd'hui, qui est la question environnementale. Il y a un monde qui était dans la personnalisation du pouvoir. Il y a un monde qui était dans la rencontre physique, on fait des banquets, les banquets républicains, etc. Aujourd'hui, on est quand même dans le virtuel, dans les réseaux, etc. Un monde d'institutions, et on est dans un monde de territoire. Et donc, dans cet ancien monde, en fait, il faudrait passer au nouveau. Et on oppose souvent, justement, la société, la citoyenneté, le monde civil au monde des élus. Et même encore aujourd'hui, j'entends un peu ça parfois dans ce qu'on dit, parce que c'est une tentation qui est grande de dire, mais finalement, quand on remet le citoyen aux manettes, les choses vont mieux. Et je voudrais faire part, moi, de questionnements que j'ai très intimes, finalement, sur cette question-là. C'est-à-dire que j'ai accompagné, je trouve que j'ai un cabinet de conseil dans les sujets de développement durable, j'ai accompagné des concertations environnementales. Le gagnant de ces concertations, c'est pas toujours l'environnement, loin de là, quand on fait participer les gens. Et je regrette que le président honoraire d'AFN ne soit pas là, parce que les associations s'épuisent dans ces trucs-là. C'est-à-dire que parfois, ils viennent, ils sont sollicités pour venir à 30 réunions dans le mois, sans moyens, etc. Et puis au final, qu'est-ce qui l'emporte démocratiquement? C'est pas l'environnement. Et c'est pas toujours la démocratie. Donc,
on vit une époque de populisme montant où le vote ne traduit pas forcément un engagement démocratique au sens de ce que nous souhaiterions. Et pour moi, c'est très grave et c'est un danger extrêmement important qui veut dire que dans ce rassemblement-là, on a des élus et la citoyenneté. Et je trouve ça formidable de donner ce message parce que ce qui est attaqué aujourd'hui, justement, c'est les fondements de la démocratie dans cette opposition trop facilement radicale entre les citoyens et les élus. Et les populistes qui gagnent aujourd'hui gagnent sur ce discours du politique bashing. Et donc c'est un cercle extrêmement négatif parce que, in fine, qui l'emporte ? Donc le danger, il est dans l'œuf démocratique. Et donc un peu de la manière dont il y avait les gens de mer, on est dans les communes littorales, il va falloir des gens de courage. Et des gens de courage qui vont être à la fois dans le monde associatif, qui a quand même porté tous les combats environnementaux les plus forts et les plus hauts jusqu'à aujourd'hui, qui sont pas toujours très reconnus. L'engagement citoyen qui est formidable, qui peut être un souffle, une dynamique merveilleuse, et on en a les illustrations, mais aussi dans des élus courageux. C'est pas tant être élu, finalement. Quand on dit élu, on n'a rien dit. On a juste le pouvoir d'utiliser le pouvoir, au fond. Et c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que, effectivement, quand on est aux manettes, on est capable de dire, pour ne pas être élu, qu'on va prendre une décision courageuse en matière de pesticides, de préservation de biodiversité, etc. Je vais prendre des exemples qui peuvent peut-être fâcher, mais dans nos territoires, est-ce que pour la préservation de la biodiversité, on est capable de dire dans certains endroits qu'effectivement il faut radicalement changer les modes agricoles, qu'il faut par endroit ne pas aller à la chasse, etc., etc. Donc cette question du courage, pour moi, elle est je dirais ce que beaucoup de nos concitoyens attendent, quel que soit l'endroit où on est, et que au fond, on est des personnes entières avec différentes casquettes. On est parfois dans l'entreprise, on est parfois salarié, on est parfois citoyen, on est parfois élu, et qu'en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on porte en nous qui va permettre de faire la bascule. Et ça me semble important qu'on soit conscient des forces contraires qui pourraient faire que ce beau projet qu'on a pourrait ne pas réussir, pas partiellement réussir, c'est-à-dire si donc échouer, effectivement, si jamais on n'est pas suffisamment fort et mature dans nos positionnements et de l'assumer avec courage, je dirais. Parce que c'est vraiment un risque démocratique fort. Alors, il y a ce risque-là, et puis il y a notre capacité à élargir notre périmètre. Au niveau d'ensemble sur nos territoires, il y a un axe extrêmement important de notre narratif qui est de s'ouvrir à des gens qui seraient des fumeurs repentis ou des productivistes repentis, et de considérer que face aux urgences qui nous pètent à la gueule, il y a aussi des gens qui considèrent aujourd'hui que les actes qu'ils posent depuis 20-30 ans ne correspondent plus. Donc il y a une question qui se pose dans notre courage à affronter des lobbies, des intérêts, et des intérêts parfois totalement légitimes, contraires, mais il y a aussi la question de savoir s'il y a des gens qui bougent, qui même si leur itinéraire pourra leur dire « t'étais pas pour l'aéroport machin, toi, à un moment », ont quand même bougé. Alors, la Nouvelle-Aquitaine, moi, me semble une région qui correspond un peu à ça. C'est pas la région la plus écolo, c'est pas la Bretagne. Même si la Bretagne, c'est beaucoup moins simple que ça en a l'air. Ça, on aura bien d'occasions pour en reparler dans les prochains mois. Est-ce que tu sens quand même ça, au moins au niveau de votre région ? Oui, je sens ça. On a quand même eu une plénière le 9 juillet qui s'appelle Néoterra, qui ne traitait que des sujets du développement durable avec des engagements assez forts. Donc je sens, on est d'abord une région plutôt modérée, ouverte, etc. Donc on est un territoire dans lequel ce qu'on défend là peut tout à fait, comment dirais-je, s'épanouir et trouver des personnes, des relais, etc. Sur ce qui est... Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans les questions d'union... Non, c'est simplement de se dire, est-ce qu'on sent quand même une évolution, voire une rupture
chez des responsables politiques, économiques, qui longtemps ont défendu un modèle dont on voit bien qu'il nous encastre dans le mur. Nous, on le constate très clairement. Il y a des gens qui sont en train de basculer et il y en a qui ne basculent pas du tout et qui restent en position bidibule en revenant dans une logique productiviste, etc. Donc, mais c'est quand même relativement handicapant malgré tout parce qu'il y a quelque chose de générationnel malgré tout. Je pense souvent, ce qui ne veut pas dire que des gens plus âgés n'ont pas eu raison plus tôt, mais si on le prend d'une manière globale, il y a un problème générationnel avec des élus qui ont vieilli, qui sont dans l'ancien système, dans l'ancien monde, et donc, pour lesquels on voit finalement qu'on est une menace, c'est-à-dire les gens qui pensent comme ça, en vision écosystémique, en vision rassemblement, en vision pas sectorielle, en vision pas parti politique purement et simplement, pas logique personnelle, on se rend bien compte qu'on rencontre encore des obstacles. Par contre, il y a plein d'endroits où cette envie-là monte et qu'on a envie d'accompagner. Donc que ce soit, je pense à un mouvement qui s'appelle Gironde citoyenne, qui fait des pratiques d'autogestion, qui s'inspire des gammes en fait, qui existaient dans les années 60-70. Donc il y a beaucoup de dynamiques, d'initiatives qui se créent, des tas de territoires en transition, des territoires TEPOS, au point que même à la région, et c'est un de mes combats, c'est que par exemple sur les territoires TEPOS, on en a refusé, alors qu'on en finance beaucoup, et il en restait 10 dans le paquet qu'on n'a pas financé. J'ai dit mais c'est pas possible qu'on se prive de ça, on doit forcément accompagner aujourd'hui les territoires qui sont volontaires pour mettre en pratique des politiques audacieuses. Mais un de mes sujets, et on en plaisantait en aparté tout à l'heure, sur la biodiversité, moi je reste absolument inquiète à l'heure de la 6e extinction des espèces qu'on ne se saisisse pas plus de ce sujet. Et je voudrais vraiment qu'au sein de notre rassemblement, la question de la biodiversité soit centrale. Parce que sans la biodiversité, on n'est rien. Le message a été entendu. Mais alors, justement, Lydie Nicole, le pacte du pouvoir de vivre, le pacte social et écologique, il dit un peu l'inverse. C'est-à-dire, il dit, attention, vous avez compris les grands enjeux environnementaux, mais si vous oubliez la dimension sociale, ça ne va pas le faire. D'ailleurs, les Gilets jaunes nous l'ont montré par A plus B. Est-ce que c'est les Gilets jaunes une des motivations pour la mise en œuvre de cette dynamique du pacte ? Alors d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors j'ai la lourde tâche et responsabilité d'essayer de vous expliquer en à peu près 3 minutes top chrono, si on veut respecter les horaires d'après ce que c'est que le pacte social et écologique qu'on a appelé le pacte du pouvoir de vivre. Alors moi je suis responsable syndical à la CFDT, je suis membre du bureau national et responsable de la région Bretagne. Donc ce pacte c'est quoi ? C'est d'abord une envie, un devoir, un droit d'exprimer en tant que société civile organisée et de se faire entendre surtout dans un moment de notre vie où la démocratie est mise à mal. Donc c'est 19 signataires au départ, aujourd'hui on est plus de 50 organisations, donc des millions d'adhérents. On représente des millions d'adhérents, à avoir élaboré 66 propositions qui allient à la fois des questions sociales et environnementales qu'on ne veut plus opposer, justement parce qu'on crève de cette opposition depuis bien longtemps. Et on ne veut plus se retrouver non plus enquisté par cette idée que chacun... Alors, Dénès a parlé de comment on percevait les environnementalistes. Je ne vous ferai pas un dessin sur comment on perçoit les syndicalistes quand ils s'expriment sur les politiques économiques et sociales dans ce pays. On voudrait nous cantonner à l'espace de l'entreprise et on croit vraiment qu'on peut s'exprimer sur tous les aspects de la vie citoyenne parce que, comme les élus d'ailleurs que vous êtes, on est citoyens, on est parents, on est consommateurs, on est usager des services publics. Donc ce pacte c'est ça, c'est d'abord, alors voilà, du coup le mot pacte, il va falloir qu'on voit comment on trouve un autre mot encore, mais probablement, mais c'est un pacte parmi d'autres. Mais en tout cas, c'est 66 propositions autour de 4 axes un peu majeurs. C'est d'abord réinventer le bien commun pour refaire société.
Alors, on insiste sur le refaire parce qu'on ne veut pas faire que redire société, on veut faire. Remettre l'exigence de solidarité et de justice sociale au cœur de l'économie. Le troisième axe, c'est vraiment réconcilier transition écologique, on l'a dit, justice sociale, pour construire un avenir partagé. Alors on a parlé, je ne vais pas revenir, parce que vous avez parlé d'urgence climatique bien mieux que moi. Et puis partager aussi un pouvoir d'agir. Voilà, c'est un pacte du pouvoir de vivre, mais c'est avant tout aussi un pacte du pouvoir d'agir. Dans l'échéance électorale qui nous attend, si on rentre dans cette mandature, une fois qu'on est élu, en se disant qu'on va pouvoir construire sur son territoire de la même façon que ça s'est fait depuis des dizaines d'années, la façon d'exercer le pouvoir politique, sans prendre en considération l'ensemble des collectifs, l'ensemble des citoyens, l'ensemble de la société civile organisée, on reproduira les mêmes erreurs. Et c'est pour ça qu'on est là un peu, nous, on intervient un peu dans tous les mouvements politiques républicains et démocratiques. Du coup, ça m'évite de rentrer dans le débat. Pour pouvoir venir un peu challenger aussi le monde politique sur ces questions-là. On l'a fait pour les européennes, on continuera à le faire parce qu'on l'a fait avant, pendant la campagne. On ne va pas attendre la prochaine échéance pour rechallenger les élus sur leur programme et sur ce qu'ils auront à faire. Voilà. Alors justement, est-ce que ça a marché? C'est-à-dire, est-ce que avec ce pacte qui dessine globalement, et en respectant évidemment toujours l'indépendance des associations et des syndicats qui l'ont porté, mais à peu de choses près le même espace politique que celui que nous portons, est-ce que le fait d'interpeller, notamment au moment des européennes, est-ce que vous sentez que les choses bougent, que effectivement votre capacité de pression amène peut-être les plus réticents de cet espace-là à avancer, ou est-ce qu'on reste quand même encore dans un moment un peu de flottement où les uns les autres se regardent mais n'avancent pas à la bonne vitesse? Alors ça serait prétentieux de se dire qu'on est les seuls à avoir un peu fait réagir aujourd'hui le gouvernement en place. C'est bien sûr pas le cas, mais quand on voit les quelques mois que l'on vient de traverser, ça nous a aussi, nous, beaucoup questionné et percuté en tant qu'organisation syndicale. Hein. Le fait de se dire, mais finalement, on n'est pas l'organisation, on n'est pas, enfin, que ce soit d'ailleurs nous, les autres, l'UNSA ou la CFTC avec qui on a travaillé sur ce pacte, on s'est dit, mais en fait, on n'est pas reconnus comme étant ceux qui sont utiles aussi à apporter dans le débat public la parole des travailleurs. Voilà, donc on s'est dit, mais de toute façon, tout seul, nous, on n'est pas entendus. On est dans une logique aujourd'hui où c'est moi le peuple. Donc forcément, quand on fait moi le peuple, eh bien, on a une accumulation de demandes individuelles qu'on n'arrive pas à organiser. Alors il ne s'agit pas de se dire c'est bien, c'est pas bien. Enfin, je pense que pour tout le monde, c'est un sursaut démocratique et il faut que ça soit plus qu'un sursaut et que ça produise des effets. Après, toute la difficulté qu'on a eue aussi, c'est de se dire mais comment on organise cette parole, comment on en sort quelque chose qui produise du collectif. Et quand même, là, maintenant, à défaut de nous écouter vraiment, peut-être parfois, au moins, on ne peut plus nous éviter. C'est-à-dire qu'on est suffisamment nombreux aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de choses que l'on partage dans les propositions, évidemment. Mais on a quand même le sentiment alors, à la fois d'être au moins plus entendu, et en même temps, on a un écho par de plusieurs dizaines d'initiatives sur les territoires, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, avant tout. C'est pas un plaidoyer pour adresser au président de la République, hein. C'est bien un pacte qui doit se décliner au plus près des territoires, et on a plein d'initiatives aujourd'hui qui se mettent en place avec toutes les organisations signataires. Vers les territoires, parce que si j'étais un peu taquin, ce qui peut m'arriver, dans le pacte tel qu'il est écrit, vous êtes quand même passé un peu à côté du rôle des collectivités territoriales, qui sont très peu présentes dans vos propositions. Et paf. Alors, il y a plusieurs étapes, hein. C'est comme dans un programme électoral, on tâte un peu le terrain, et puis après on voit avec les gens qui ont signé comment on peut décliner. Et bien là, c'est la même chose. Ça, c'est l'étape d'après. Pour nous, on est vraiment là dans une phase où on détaille, on décline les propositions du pacte, et on le fait aujourd'hui
vraiment, alors n'attendez pas de moi que je vous donne un avis sur ça c'est pas mon rôle, sur l'intercommunalité, la communalité, l'échelon pertinent. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que l'échelon pertinent, c'est celui qui est à hauteur d'hommes et de femmes. Voilà. Alors après, une fois que j'ai dit ça, on travaille beaucoup sur les bassins de vie, bassins d'emploi, là où les gens ils peuvent s'exprimer individuellement et se faire entendre individuellement. Donc bien évidemment, je saurais dire, j'aurais tendance à partager l'avis de Fanny, mais pour autant, voilà, moi, de la place où je suis, je me garderais bien d'aller plus loin. Merci beaucoup. Joël, régional de l'État, qui de fait est là pour conclure, et tout le monde aura sa navette. J'ai un œil qui est resté sur l'horloge. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand on est arrivé au Sénat, une secrétaire nationale d'un mouvement politique de l'époque nous a qualifiés de groupe punk. Alors, moi, quand je regarde l'itinéraire des signataires d'ensemble sur nos territoires dans le Morbihan, en connaissant les itinéraires des uns et des autres, je trouve que c'est ultra punk. Et comment tu l'expliques, ce microclimat morbihanais? Alors, d'abord une petite chose qui a son importance ensemble sur nos territoires. Quand tu m'en as parlé de cette idée, j'ai adhéré en disant c'est génial et c'est bien de mettre ça en place. Ensuite, quand tu as voulu mettre en place ces rencontres, je t'ai dit Ronan, là tu vas trop vite. Et je me disais, je ne me vois pas porter ça ou même co-porter ça. Donc Ronan avec son équipe et au sens large a bien porté. Morbihan en transition aussi. Bien évidemment Morbihan en transition, mais je tiens à te dire et à le dire publiquement, moi j'étais très réservé par rapport à ces rencontres. À ce que j'entends ce soir, je dis bravo Ronan, bravo pour ta niaque, parce qu'il a fallu de la niaque. Et ça c'est vraiment important. Sur mon ressenti, j'étais tellement crevé, je ne suis pas venu aux ateliers, j'ai vu la restitution seulement, et maintenant là, et mon ressenti, qu'est-ce que doit être ensemble sur les territoires? Quelque chose de forcément nouveau, complètement nouveau. J'ai entendu parler tout à l'heure de révolution, parce que oui, c'est une révolution qu'il est nécessaire de faire. Alors la révolution, le risque et les écueils, et on est à risque actuellement, c'est la violence. Et on n'est pas loin si on n'y fait pas gaffe à ça. Moi, la révolution, selon la définition d'Edgar Morin, l'intelligence collective, on sait qu'il faut faire la révolution, faisons la métamorphose. Alors qu'ensemble sur les territoires soit un des vecteurs, parce qu'on ne va pas rouler les mécaniques et être plus fort que tout le monde, mais ça, alors, s'adresser à l'ensemble des élus, ouverts, et ils sont nombreux, l'ensemble des futurs élus, mais pas que, la population. La société civile est là, les syndicats sont là, la société civile, les citoyennes, les citoyens, les jeunes, pour moi, ensemble sur nos territoires, doit emmener tout ça, et emmener dans un projet quelque chose de vécu comme génial par rapport aux 3 ou 4 ans qu'on a là pour faire la bascule. Soit on l'a réussi, soit c'est un chaos incertain. Donc nous, on se dit, on ne peut pas accepter ça. Alors je suis d'accord avec toi sur la question de la bascule, vous avez juste trouvé le bon mot, qui doit faire en sorte qu'on doit vivre des années fantastiques, de sauvetage collectif, et en emmenant tout le monde. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment on fait? Je pense qu'on va d'abord, on va le faire, on va réussir, parce que l'instinct de survie collective, c'est quelque chose. Et on va le réussir en partant de la base. J'ai beaucoup aimé l'exemple de la petite commune. Et puis aussi, tu as une métaphore par rapport à la sève, à l'arbre aux racines et tout ça. La commune, la base même du fonctionnement démocratique. Énormément de choses sont faites d'ailleurs. Il y en a plein qu'on ne sait même pas, et où ils se démerdent. Et plus il y a des difficultés, plus de commerce, et ben là, c'est là où on devient admirable, parce qu'on se serre les coudes. Derrière, il faut des moyens. Alors, on a évoqué la question du pouvoir des élus locaux, mais aussi de leur statut. Et des virements automatiques pour les feuilles qui sont en circulation.
Voilà, là, tu me... Mais, véritablement, parce que tu as évoqué les débats qu'on a eus, parce qu'ils sont importants. Il va falloir qu'on gagne ça, parce que c'est vrai, certains des maires et des représentants de maires qui sont sénateurs disent, mais non, à la limite, il faudrait que ce soit bénévole. Et pourquoi? Parce qu'une grande majorité, par la force des choses, sont déjà des retraités. Et pour un certain nombre des pas mal retraités, mais il y a des tout petits retraités qui sont des petits paysans avec des petites retraites et qui sont quand même maires. Mais de toute façon, il ne faut pas qu'il y ait que des retraités pour être maire. Il faut aussi des jeunes, des moins jeunes. Alors comment? Il faut donner les moyens. Avec le copain Henri Cabanel, il y a un amendement qui sera co-signé sûrement par les collègues qui sont ici. C'est décréter le cumul des indemnités. Alors c'est décrété pour les parlementaires, mais c'est pas décrété pour les autres. Et avec cet écrêtement, faire un fonds qui permette d'abonder, véritablement donner les moyens aux communes. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que ça soit une délibération de conseil municipal, parce qu'il y en a plein, étant donné l'état de leurs finances, ils trouvent indécent d'aller se prendre 3 sous. Il faut que ça soit imposé. Lorsqu'on est élu, on a ce droit pour pouvoir le faire, et que tout le monde puisse, s'il l'aspire, être élu. Dernière question, c'est sur la question des mobilisations qui ont été évoquées tout à l'heure. On réussira dans la mesure où il y a la mobilisation, dans la mesure où on suscite la mobilisation aussi. On a eu 2 exemples cette année, ça peut paraître anecdotique, les tomates bio sous serre chauffée. Là, on a travaillé avec les professeurs, la FNAB. Et on s'est dit à un moment, après la réponse à une question orale du ministre, étant donné la réponse du ministre, là il faut qu'on mobilise pétition et qu'on mette quelque part le bordel dans tout ça, que ça bouscule et le gouvernement et que ça bouscule nos collègues, de telle sorte que là, face à la population qu'ils représentent, ils puissent plus dire non mais moi tu peux pas comprendre pourquoi j'ai voté comme ça. Alors ça, on l'a gagné, pas tout à fait complètement, mais on a gagné. L'histoire de l'étiquetage des miels, il y a un gros lobbying derrière ça, en lien avec l'UNAF, syndicat des apiculteurs. On a encore mobilisé énormément, et ce qui fait que ça a fait bouger aussi. On n'a pas allé jusqu'au bout des pourcentages de miel, mais on a obligé à l'étiquetage. C'est des petits exemples. Sur chaque sujet maintenant, il va falloir qu'on avance comme cela. Et le rôle d'ensemble sur nos territoires, puisqu'on est parti, il faut donner des grosses ambitions, c'est faire en sorte que la population, dans son ensemble, se dise que oui, on a un rôle à jouer, on ne délègue, il y a des élus, mais on les met sous contrôle, dans l'intérêt du citoyen. Alors, la révolution, en fait, c'est refaire fonctionner la démocratie. Parce qu'on a tous les éléments pour que ça fonctionne, dans la mesure où on force à fonctionner. Et je parlais de nos collègues tout à l'heure, parce qu'on dit, alors, ça fait en gros, les forces de gauche, socialo-écolo, c'est un tiers en gros. Ce qu'on oublie juste, c'est qu'il y a 50%, si on prend les élections européennes, il y a ces 50% qui ne se sont pas déplacés. Eh bien, ceux-là, on doit les prendre en compte, comment on les arrache. Maintenant, sur le côté pluripolitique, la démocratie fonctionne avec des partis politiques. Alors, il va bien falloir qu'ils se remettent en question, mais la gauche et la droite, c'est pas la même chose. Il faudra peut-être les appeler autrement maintenant. Mais derrière, il y a des personnes humaines. Et lorsqu'il y a mobilisation citoyenne, on connaît les uns et les autres des gens qui ne sont pas de notre bord, comme on dit, qui sont des gens fort respectables. Et lorsqu'ils sont bougés, ils sont à même de bouger aussi dans leur vote. Et quand on réussira à faire en sorte que tout le monde, dans les élus, sont à même à voter en leur âme et conscience, on aura gagné, les majorités vont changer, la politique va changer et la révolution va se faire. Merci. Alors il fallait que je réponde sur les punks. Alors moi je suis d'une autre époque, j'étais rock'n'roll, je le suis resté définitivement. Mais les punks, je me suis trouvé bien avec également.